Aujourd'hui, on plonge dans le monde des peurs irrationnelles. Alors, une phobie, c'est pas juste avoir peur de quelque chose. On a tous des trucs qui nous mettent mal à l'aise. La différence, c'est que la phobie, c'est une peur intense, disproportionnée et surtout handicapante. La personne sait que sa peur est irrationnelle, mais elle peut rien y faire. Son corps déclenche une vraie réaction de panique, sueur, tremblement, tachycardie, parfois même l'impression de mourir. Et du coup, elle évite la situation à tout prix, ce qui peut vraiment limiter sa vie. On va voir les phobies les plus répandues et aussi quelques-unes qui vont te faire dire «Attends, ça existe vraiment?» Et surtout, on va parler de comment on peut s'en sortir. 1. Arachnophobie, la peur des araignées. On commence fort avec la star des phobies, l'arachnophobie. Environ 5% de la population mondiale en souffre et c'est largement plus fréquent chez les femmes. Alors oui, certaines araignées sont dangereuses, mais en France métropolitaine, t'as genre zéro chance de croiser une araignée mortelle. Pourtant, certaines personnes peuvent pas rester dans une pièce s'il y a une petite araignée au plafond. Le truc intéressant, c'est que cette phobie serait en partie innée. Des études ont montré que même des bébés réagissent plus fortement aux images d'araignées qu'à d'autres animaux. Genre, notre cerveau aurait gardé une trace évolutive de «attention, danger». Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une des phobies qui se traite le mieux. La thérapie par exposition progressive, où tu commences par regarder des photos, puis des vidéos, puis une vraie araignée dans un bocal, et progressivement tu diminues la distance, ça marche vraiment bien. 2. Acrophobie, la peur du vide. L'acrophobie, c'est la peur des hauteurs. Alors attention, avoir un peu le vertige en haut de la tour Eiffel, c'est normal. Mais là, on parle de gens qui peuvent même pas monter sur une chaise ou regarder par la fenêtre d'un deuxième étage. Le corps réagit comme s'il était en danger de mort immédiat. Vertige, nausées, jambes qui tremblent, vision qui se trouble. Et bizarrement, certaines personnes ont une envie irrépressible de sauter. Pas par envie suicidaire, mais parce que leur cerveau bug complètement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste la peur de tomber. C'est aussi souvent la peur de perdre le contrôle, d'être attiré par le vide. Du coup, même derrière une rambarde ultra sécurisée, la personne panique. 3. Agoraphobie, la peur des espaces publics. Alors là, contrairement à ce qu'on pense, l'agoraphobie c'est pas juste la peur des espaces ouverts ou de la foule. C'est plus large que ça. En fait, c'est la peur de se Oh non, c'est trop retrouver dans bondé. une situation où Poussez-vous, tu s'il vous pourrais plaît. pas t'échapper J'en peux facilement plus. ou où tu pourrais pas avoir d'aide si t'as une crise de panique. Du coup, ça peut être les transports en commun, Ah, les files no d'attente, time, les move! centres commerciaux, mais aussi parfois même sortir de chez toi. Dans les cas extrêmes, les gens deviennent littéralement prisonniers de leur maison. Ils font tout livrer, évitent toute sortie. C'est hyper isolant socialement et ça peut vite devenir un cercle vicieux. Plus tu évites, plus ta zone de confort rétrécit. La thérapie consiste souvent à sortir accompagné d'un thérapeute, progressivement en augmentant la difficulté petit à petit. 4. Claustrophobie, la peur des espaces clos. La claustrophobie, c'est un peu l'inverse. C'est la peur panique des espaces confinés. Ascenseur, tunnel, IRM, cave, placard. La personne a l'impression qu'elle va manquer d'air, que les murs se rapprochent, qu'elle va être coincée pour toujours. Même si rationnellement elle sait que l'ascenseur va s'ouvrir dans 30 secondes, son corps réagit comme si elle était enterrée vivante. Ce qui est chiant avec cette phobie, c'est qu'on peut difficilement éviter tous les espaces fermés dans la vie moderne. Prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, ok, mais si t'habites au 8e étage d'un immeuble parisien, ça devient compliqué. Souvent, cette phobie est liée à un besoin de contrôle. La personne supporte pas l'idée de dépendre de quelque chose, comme un ascenseur, pour sortir. 5. Phobie sociale, l'anxiété sociale. La phobie sociale, c'est pas juste être timide. C'est une peur intense d'être jugé, humilié ou embarrassé en public.
Ça peut concerner des situations précises, genre prendre la parole en réunion, manger devant d'autres gens, ou passer un coup de fil, ou être généralisé à toutes les interactions sociales. Les symptômes? Rougissement, tremblement, voix qui tremble, transpiration excessive, et surtout cette petite voix dans ta tête qui te dit que tout le monde te trouve nul et bizarre. Du coup, la personne évite au maximum ces situations, ce qui renforce encore plus la phobie. Le truc vicieux, c'est que tu deviens hyper conscient de tes symptômes. Tu rougis, tu sais que les autres le voient. Ça te stresse encore plus, tu rougis encore plus. C'est un cercle infernal. La thérapie cognitive et comportementale marche super bien pour ça, en apprenant à la personne à remettre en question ses pensées automatiques négatives. 6. Aviophobie, la peur de l'avion. L'aviophobie touche environ une personne sur trois à des degrés divers. Certains prennent l'avion, mais en mode panique totale. D'autres refusent catégoriquement de voler. Ce qui est fou, c'est que rationnellement, tout le monde sait que l'avion est le moyen de transport le plus sûr. T'as genre une chance sur 11 millions de mourir dans un crash aérien. Par comparaison, en voiture, c'est 1 sur 5000. Mais le cerveau émotionnel s'en fout des statistiques. Souvent, c'est lié au fait de ne pas avoir le contrôle. T'es coincé dans un tube métallique à 10 000 mètres d'altitude. Tu dépends complètement du pilote. Pour certaines personnes, chaque turbulence égale on va s'écraser. Les compagnies aériennes proposent maintenant des stages pour surmonter cette phobie, avec des explications techniques sur le fonctionnement de l'avion, des exercices de relaxation et parfois même un vol accompagné. 7. Hémophobie, la peur du sang. L'hémophobie, c'est la peur du sang. Ça peut être ton propre sang, celui des autres, ou même juste en parler. Cette phobie est un peu particulière parce qu'elle déclenche une réaction physique spécifique. La personne peut carrément tourner de l'œil. Sa tension artérielle chute brutalement et boum, malaise vagal. Le problème, c'est que ça peut devenir dangereux dans certaines situations. Imagine, tu te coupes profondément et t'as besoin de soins, mais tu peux pas supporter de voir du sang. Ou tu dois faire une prise de sang médicale et tu finis par l'éviter, ce qui met ta santé en danger. Pour traiter ça, on utilise une technique spécifique, la tension appliquée. La personne apprend à contracter ses muscles pour empêcher la chute de tension quand elle est exposée au sang. 8. Hémétophobie, la peur de vomir. Alors celle-là, elle est moins connue, mais elle est vraiment handicapante. L'hémétophobie, c'est une peur intense de vomir, que ce soit soi-même ou voir quelqu'un d'autre vomir. Ça peut paraître bizarre comme phobie, mais en fait c'est assez répandu. Les personnes atteintes vont éviter plein de situations. Soirées où il y a de l'alcool, sorties en bateau, certains aliments, même parfois avoir des enfants, parce que les bébés régurgitent souvent. Certaines développent des rituels alimentaires ultra stricts, vérifient obsessionnellement les dates de péremption, ou portent toujours des antinausées sur elles, au cas où. Paradoxalement, l'anxiété provoquée par cette phobie peut justement donner des nausées, ce qui crée un cercle vicieux. Le traitement passe par une exposition graduelle, en commençant par des choses très indirectes, prononcer le mot vomir, regarder des dessins, jusqu'à des vidéos ou situations réelles. 9. Bélénophobie, la peur des aiguilles. La peur des piqûres et des aiguilles, ça touche environ une personne sur 10. Et comme pour le sang, ça peut poser de sérieux problèmes de santé si la personne évite les vaccins, les prises de sang ou les soins dentaires. Souvent, cette phobie remonte à une expérience traumatisante dans l'enfance, genre une piqûre douloureuse ou un adulte qui t'a forcé en te disant « c'est rien du tout », alors que pour toi, c'était horrible. Ce qui aggrave souvent les choses, c'est que les médecins ou infirmières comprennent pas toujours. Ils minimisent, mais c'est juste une petite piqûre, ce qui renforce le sentiment de honte et d'isolement. Les techniques de désensibilisation fonctionnent bien,
couplée avec des exercices de respiration et de distraction pendant l'acte médical lui-même. 10. Cynophobie, la peur des chiens. La cynophobie, c'est la peur des chiens. Alors, évidemment, si t'as été mordu par un chien étant gamin, c'est compréhensible. Mais parfois, cette phobie apparaît sans raison traumatique évidente. Le problème en France, c'est que les chiens sont partout. Dans la rue, dans les parcs, chez des potes. Du coup, c'est très difficile d'éviter complètement la situation. La personne est en état d'alerte permanente dès qu'elle sort. Et le truc vicieux avec les chiens, c'est qu'ils sentent la peur. Quand t'es tendu et stressé, le chien le perçoit et peut avoir un comportement plus excité ou méfiant, ce qui renforce encore ta peur. La thérapie consiste souvent à commencer par de petits chiens calmes, à distance, puis progressivement se rapprocher et interagir avec des chiens de plus en plus grands. 11. Ophidiophobie, la peur des serpents. La peur des serpents, comme celle des araignées, serait en partie innée. Des études sur des bébés montrent qu'ils détectent plus rapidement une image de serpent qu'une image de fleur. Bon, en France métropolitaine, t'as très peu de chances de croiser un serpent venimeux. Mais pour les personnes ophidiophobiques, même un serpent inoffensif dans un zoo, séparé par une vitre épaisse, peut déclencher une panique totale. Certaines personnes évitent carrément les randonnées en nature, regardent où elles mettent les pieds de manière obsessionnelle ou font des cauchemars récurrents avec des serpents. Ce qui est intéressant, c'est que cette phobie est beaucoup plus fréquente dans les pays occidentaux. Dans certaines cultures, où les serpents font partie de l'environnement quotidien et sont moins diabolisés, la phobie est moins répandue. 12. Les phobies sociales spécifiques. Maintenant, on entre dans des phobies un peu plus spécifiques. La téléphonophobie, c'est la peur de passer ou de recevoir des appels téléphoniques. Avec l'essor des SMS et messages, plein de jeunes adultes se rendent compte qu'ils ont développé une vraie anxiété autour du téléphone. Ils laissent sonner dans le vide, écoutent les messages vocaux des heures plus tard et stressent pendant des heures avant de devoir appeler quelqu'un. L'érotophobie, c'est la peur de rougir en public. La personne anticipe tellement le rougissement qu'elle finit par rougir effectivement, ce qui crée un cercle vicieux. Dans les cas graves, ça peut mener à un isolement social complet. La glossophobie, la peur de parler en public, est une des phobies les plus communes au monde. Certaines études disent que plus de 70% des gens en souffrent à un degré ou un autre. 13. Les phobies environnementales. L'astraphobie, c'est la peur des orages et de la foudre. Ça touche surtout les enfants, mais certains adultes en souffrent aussi. Au moindre grondement de tonnerre, ils s'enferment dans une pièce sans fenêtre, débranchent tous les appareils électriques et restent en mode panique jusqu'à ce que l'orage passe. L'aquaphobie, la peur de l'eau, peut aller de la peur de nager à la peur de prendre une douche dans les cas extrêmes. Certaines personnes peuvent pas mettre la tête sous l'eau ou même simplement regarder une grande étendue d'eau comme la mer. La nyctophobie, la peur du noir, est super commune chez les enfants mais peut persister à l'âge adulte. La personne dort avec la lumière allumée, évite les endroits sombres et peut avoir des crises de panique si elle se retrouve dans l'obscurité totale. 14. Les phobies vraiment étranges. Maintenant, accroche-toi, parce qu'on rentre dans les phobies les plus what the fuck. La trypophobie, c'est la peur ou le dégoût des trous répétitifs. Genre, regarder une ruche d'abeilles, une pomme de douche ou certaines plantes avec des motifs de trous peut donner des frissons, des démangeaisons, voire des nausées. C'est pas officiellement reconnu comme une phobie dans le DSM-5, mais des millions de gens disent en souffrir. L'hippopotomonstrosesquipédaliophobie, c'est ironiquement la peur des mots longs. Oui, le mot lui-même est ultra long, c'est soit du génie, soit de la cruauté. La nomophobie, la peur d'être sans son téléphone portable,
Ok, on y est tous un peu, mais certaines personnes font de vraies crises d'angoisse si leur batterie descend sous 20% ou s'ils oublient leur téléphone chez eux. La pogonophobie, la peur des barbes. Avec le retour des barbes hipster, ça doit être compliqué. Alors d'où ça vient tout ça? Il y a généralement 3 origines. L'expérience traumatisante directe. Tu te fais mordre par un chien, tu développes une phobie des chiens. C'est le cas le plus classique. L'apprentissage par observation. Tu vois ta mère paniquer devant une araignée toute ton enfance, ton cerveau enregistre araignée égale danger, sans même avoir vécu de mauvaises expériences toi-même. Transmission d'informations. On te répète que les serpents sont dangereux, que les ascenseurs peuvent tomber, que les avions peuvent s'écraser. Même sans vivre l'événement, ton cerveau crée une association négative. Et puis il y a le facteur génétique. Si tes parents ont des troubles anxieux, t'as plus de chances d'en développer aussi. C'est pas tant la phobie spécifique qui est héritée, mais plutôt une tendance générale à l'anxiété. Bon, maintenant le plus important. Comment on s'en sort? 1. La thérapie d'exposition progressive. C'est la méthode la plus efficace et la mieux prouvée scientifiquement. Le principe est simple. Tu te confrontes graduellement à ta peur dans un environnement contrôlé et sécurisant. L'idée, c'est que ton cerveau apprenne progressivement que le danger anticipé n'arrive pas. Ton niveau d'anxiété monte au début, puis redescend naturellement. C'est ça qui casse le conditionnement. 2. La thérapie par réalité virtuelle. C'est de plus en plus utilisé, surtout pour les phobies type avion, hauteur ou animaux. Tu mets un casque VR et tu te retrouves dans la situation phobique, mais de manière virtuelle. C'est moins intense que la vraie vie, donc plus facile pour commencer l'exposition. 3. Les techniques de relaxation et respiration. Ça marche pas tout seul, mais combiné avec l'exposition, c'est super efficace. Respiration abdominale, cohérence cardiaque, relaxation musculaire progressive, ça t'aide à gérer les symptômes physiques de la panique. 4. La restructuration cognitive. C'est remettre en question tes pensées automatiques. Genre, remplacer cet avion va s'écraser par statistiquement, c'est le moyen de transport le plus sûr. Ou tout le monde va penser que je suis nul par les gens sont surtout concentrés sur eux-mêmes. 5. L'EMDR, pour les phobies post-traumatiques. Si ta phobie vient d'un traumatisme précis, l'EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, peut être très efficace. Ça aide ton cerveau à retraiter l'événement traumatique différemment. Attention, ce qui ne marche pas. Éviter la situation. C'est la pire chose à faire. Plus tu évites, plus la phobie se renforce. Ton cerveau se dit « Ouf, j'ai évité le danger » et ça valide ta peur. Se forcer brutalement. Genre, tu as peur des araignées et un pote te balance une migale sur les genoux en mode « Allez, faut que tu affrontes ta peur ». Non, ça peut créer un trauma encore pire et renforcer la phobie. Se soigner uniquement avec des médicaments. Les anxiolytiques peuvent t'aider ponctuellement, mais ils ne règlent pas le problème de fond. Dès que t'arrêtes, la phobie revient. Les phrases toutes faites. T'as qu'à pas avoir peur, c'est dans ta tête, secoue-toi. Ça aide personne. La personne sait que sa peur est irrationnelle, mais elle la contrôle pas. Quand consulter? Tu te demandes peut-être, ok, j'aime pas trop les araignées, mais c'est une vraie phobie ou juste un inconfort normal? Voici les signes qu'il faut consulter. Ta peur t'empêche de faire des trucs importants. Genre, tu refuses un job parce qu'il y a un ascenseur. Tu développes des stratégies d'évitement compliquées qui limitent ta vie. Rien que penser à l'objet de ta phobie te met en état d'anxiété. Tes proches te font remarquer que ta réaction est disproportionnée. Tu fais des cauchemars récurrents liés à ta peur. Ça dure depuis plus de 6 mois. Dans ces cas-là,
Va voir un psy spécialisé en TCC, thérapie cognitivo-comportementale. C'est vraiment eux les meilleurs pour traiter les phobies. Et bonne nouvelle, le taux de réussite de la thérapie d'exposition est super élevé. Entre 80 et 90% des personnes voient une amélioration significative, souvent en quelques mois seulement. Voilà, on a fait le tour du monde merveilleux des phobies. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas une question de courage ou de volonté. Une phobie, c'est un bug dans ton système d'alarme interne. Et comme tout bug, ça se répare. Si t'en souffres, t'es pas seul. Des millions de gens vivent avec des phobies, et beaucoup s'en sortent grâce à une thérapie adaptée. Alors n'hésite pas à en parler et à consulter. Et toi, t'as une phobie ou une peur irrationnelle? Balance ça en commentaire, on va se sentir moins seul. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne pour les prochaines vidéos. A plus!